Pardon à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Avant qu'Adrien et moi-même fassions les discours d'introduction, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Olivier Gou, doyen de la faculté de droit, pour qu'il puisse nous faire le mot d'accueil. Merci de l'accueillir. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, madame, monsieur, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. La faculté de droit de l'université Jean Moulin est très heureuse de vous accueillir à l'occasion de cette manifestation destinée à réfléchir sur un sujet d'actualité, l'essoufflement de la diplomatie française, avec un point d'interrogation. C'est un peu moins pessimiste comme constat. Il m'est agréable d'ouvrir ce colloque pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il réunit différents experts et différentes personnalités qui ont accepté de répondre positivement à l'invitation des étudiants du Master Relations internationales et diplomatie. Et ils nous font l'honneur d'intervenir à cette manifestation et je les en remercie sincèrement. Ensuite, parce que cette manifestation témoigne une nouvelle fois du dynamisme de nos étudiants et tout particulièrement des étudiants de la science politique. Comme je le dis souvent, si l'on se contente de remonter aux 5 derniers mois en arrière, on constate qu'ont successivement été invités à la faculté de droit le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation, la vice-présidente de la Cour pénale internationale, mais également la présidente de l'Assemblée nationale. Et les étudiants ne se contentent pas. Alors ces invitations ont eu lieu sur les actions qui ont été entreprises par nos étudiants, donc cela montre à quel point nos associations étudiantes sont dynamiques. Mais nos associations étudiantes ne se contentent pas d'inviter des personnalités, elles organisent aussi des colloques, des journées de réflexion, et c'est le cas en particulier du Master Relations internationales et diplomatie qui organise cette manifestation. Il suffit d'observer le monde qui nous entoure pour mesurer que l'imprévisibilité est presque devenue notre seule certitude. Il en va ainsi aussi bien sur un plan économique, sanitaire, environnemental, mais aussi politique et géopolitique. À l'heure où l'Europe et également la France subissent les effets de l'agression russe en Ukraine et du désengagement américain de la relation transatlantique, la question de l'efficacité de la diplomatie prend une acuité particulière. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la politique étrangère de la France s'est construite dans un système international largement garanti par les États-Unis. Or, en l'espace de quelques semaines, nous assistons, impuissants, à l'effondrement de ce système. De surcroît, et comme je le disais tout à l'heure à vos camarades, à l'occasion de nombreux voyages que j'ai pu effectuer aussi bien en tant que doyen, mais aussi en tant que professeur d'université, me conduisant à intervenir dans des diplômes à l'étranger, me conduisant aussi à délivrer des conférences à l'étranger, il m'arrive souvent de rencontrer les autorités étrangères et les autorités françaises, et toutes dressent un constat implacable qui est celui d'un désengagement de l'État français, au moins financier, dans ses différentes actions de diplomatie. Pour ces raisons, je ne peux que saluer l'effort des étudiants du master organisateur de mettre sur pied un colloque questionnant le rôle de la France dans les grandes aires régionales qui se trouvent en pleine reconfiguration géopolitique, qu'il s'agisse de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Europe ou de l'Afrique. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée de discussion fructueuse dans un moment qu'il est sans doute possible de qualifier d'historique et qui requiert un effort d'analyse exigeant. Je fais en effet partie de la génération à qui on avait annoncé, au moment de la chute du mur de Berlin, la fin de l'histoire. Je pensais que c'était justifié. Malheureusement, cette analyse s'est révélée démentie par la suite. Nous devons donc, vous devez donc, écrire cette histoire, contribuer à écrire cette histoire. Je vous souhaite un bon colloque.
Mesdames et messieurs, monsieur le doyen, chers professeurs, chers étudiants, c'est avec un immense honneur et une grande responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en tant que président de ce colloque consacré à un sujet aussi crucial que complexe, l'essoufflement de la diplomatie française. Ce thème, au carrefour de l'histoire, de la géopolitique et de l'économie, nous interpelle tous. La diplomatie française, longtemps reconnue pour son audace, son indépendance et son engagement dans les grandes causes internationales, traverse aujourd'hui une période d'incertitude. Face aux mutations profondes du monde contemporain, nous nous interrogeons. Sommes-nous témoins d'un simple ajustement stratégique ou bien assistons-nous à un déclin irréversible de notre influence sur la scène mondiale ? Depuis des siècles, la France joue un rôle de premier plan dans le concert des nations. Forte d'une diplomatie ancrée dans l'histoire, nourrie par une vision universaliste et portée par une tradition d'indépendance, elle a su imposer sa voix et sa vision du monde. Qu'il s'agisse de la reconnaissance de nouveaux États, de la promotion du multilatéralisme, de la résolution des conflits ou encore de la défense des droits fondamentaux, notre pays a su être un acteur clé des relations internationales. Pourtant, aujourd'hui, cette influence semble fragilisée. La France conserve-t-elle encore la capacité de peser dans les décisions mondiales ? Son modèle diplomatique, jadis exemplaire, est-il toujours adapté aux réalités actuelles ? Nous évoluons dans un monde en pleine reconfiguration, marqué par l'émergence de nouvelles puissances, la montée des nationalismes, la remise en question d'alliances traditionnelles et l'affaiblissement des institutions internationales. À cela s'ajoutent des crises multiformes, climatiques, sanitaires, économiques, sécuritaires, qui redéfinissent la priorité des États et reconfigurent les rapports de forces internationaux. Dans ce contexte incertain, la diplomatie française est à la croisée des chemins. Doit-elle repenser ses stratégies et moderniser ses outils d'action, ou bien assiste-t-on au déclin progressif de son rayonnement international ? Pour répondre à ces interrogations, nous avons réuni aujourd'hui des experts, des universitaires, des diplomates, afin d'apporter un éclairage complet et nuancé sur cette problématique essentielle. Ensemble, nous examinerons les signes de cet essoufflement, analyserons les causes qui le sous-tendent et explorerons les perspectives d'avenir. Il s'agira non seulement d'identifier les défis actuels, mais aussi de proposer des pistes de réflexion et d'action pour que la France puisse réaffirmer son rôle et son influence à l'échelle mondiale. Ce colloque est une occasion précieuse de nourrir un débat approfondi, lucide et constructif. Car si l'histoire nous enseigne une chose, c'est que les nations, à l'image des civilisations, connaissent des périodes de transformation, d'adaptation et parfois de renaissance. La France a toujours su rebondir, se réinventer et retrouver sa place lorsqu'elle a su repenser son action. C'est dans cet esprit que je vous invite aujourd'hui à échanger, à débattre et à confronter vos analyses afin de mieux appréhender l'avenir de notre diplomatie. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des échanges fructueux tout au long de la journée qui, je l'espère, nous apportera des éléments de réponse concrets et inspirants. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. Dans l'attente de la connexion de M. Bertrand Badi, nous vous prions de patienter 5 minutes, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir patienté. C'est à mon tour donc de vous souhaiter la bienvenue dans ce colloque qui nous amènera, je l'espère, à pousser la réflexion sur la question de l'essoufflement de la diplomatie française. Comme l'a très justement dit Adrien tout à l'heure, si nous sommes aujourd'hui dans une période d'incertitude, il ne faut pas oublier que notre diplomatie est une diplomatie qui découle d'une longue histoire, où pendant très longtemps, après le F de France, venait le G de grandeur. Des siècles des Lumières à la période gaullienne, en passant par l'époque où le français était la langue des tsars et où Paris s'exposait au monde, quel est notre héritage ? De quoi parlons-nous ? Monsieur Badi, vous nous entendez bien ? Faites un signe si vous nous entendez bien.
Monsieur Badi, est-ce que vous m'entendez quand je parle, Monsieur Badi? Attendez. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Badi? Là, je vous entends très bien. Très bien, c'est parfait. Ah, voilà, là, vous avez une voix humaine. Très bien. Lorsque je parle dans le micro, vous ne m'entendez pas. Mais tout à l'heure, quand vous avez introduit, je n'entendais pas. Là, vous ne m'entendez pas. Voilà. Dans ce cas-là, je vous ferai simplement un signe quand j'aurai fini mon discours pour que vous puissiez lancer votre présentation. Et les questions, Ah, d'accord. Très bien. Entendu. Parfait. La première conférence qui va suivre sera l'occasion de reposer les bases historiques de notre sujet. Nous parlerons d'abord du passé influent de la diplomatie française, puis ferons état des difficultés actuelles, pour enfin conclure sur les moyens d'un changement de cap. Pour ouvrir notre colloque, nous avons l'honneur d'accueillir donc M. Bertrand Badi, figure incontournable des relations internationales et de la pensée diplomatique contemporaine. Professeur émérite à Sciences Po Paris, il est reconnu pour ses analyses distinctes des approches traditionnelles dans la discipline. Ses travaux portent sur la transformation du système international par l'émergence de nouvelles dynamiques, mettant en limite le pouvoir des grandes puissances. Auteur de nombreux ouvrages, il a accepté de conduire une visioconférence pour répondre à notre sujet. Sans plus attendre, voici les 3 questions qui ont été posées à M. Bertrand Badi pour qu'il puisse faire sa présentation. Premièrement, comment la France a su occuper une position diplomatique centrale de Richelieu à la Ve République et en quoi ce modèle a-t-il façonné les grandes négociations internationales? Deuxièmement, face à la montée des contestations, notamment en Afrique et dans certains espaces européens, la diplomatie française est-elle en perte de leadership? Et si oui, quels en sont les signes les plus marquants? Et enfin, dans un monde où le soft power, la diplomatie économique et les enjeux climatiques redéfinissent les rapports de force, comment la France peut-elle adapter son action diplomatique dans un monde en changement? Merci. Bien, écoutez, je voudrais d'abord vous dire un grand merci de m'accueillir et de me faire l'honneur d'ouvrir ce colloque. Je suis très heureux de vous rencontrer. J'aurais préféré le faire humainement, d'autant que la technique est assez hostile. Donc, j'espère cependant que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez normalement? Si vous m'entendez normalement, vous me faites juste un petit signe. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Me voilà rassuré. Alors, effectivement, la diplomatie française est un petit peu dans l'état du système informatique de votre université, c'est-à-dire dans une grande incertitude que je vais essayer de présenter et d'analyser. Vous avez raison dans votre question d'ouverture de montrer que cette diplomatie vient de loin. Je pense qu'on n'a pas suffisamment en tête quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus tranchant, à savoir que notre pays est probablement l'inventeur du système international contemporain. Et paradoxalement, c'est une source de difficultés, voire d'impasse, qui nous prive de cette mobilité, de cette adaptation dont jouissent d'autres politiques étrangères, y compris parmi nos voisins et des voisins très proches, comme par exemple l'Allemagne, qui a probablement une diplomatie davantage libérée de contraintes historiques que la diplomatie française. N'oubliez pas une chose, c'est que ce système westphalien, qui est fondateur de notre ordre international contemporain, dont on vous parle si souvent, ce système westphalien est intimement lié à l'histoire de France. Alors, je ne vais pas vous en parler trop longtemps, je ne fais pas une conférence d'histoire, mais je voudrais vous montrer la nature de cette fusion originelle et mettre en évidence déjà un fait important, c'est que la paix de Westphalie, 1648,
a réuni pour être négocié tout un ensemble d'États qui, aujourd'hui, ne sont pas représentatifs de l'ordre international. Il ne faut pas oublier qu'à Westphalie ne figurait, bien entendu, aucun État extra-européen, mais ne figurait pas non plus l'Angleterre ni la Russie. Et que ce n'est pas faire injure à des pays comme la Suède, la Suisse, le Danemark, que de considérer qu'ils ne sont pas aujourd'hui parmi les grandes puissances. Donc, la France était le pivot, en quelque sorte, de cette paix de Westphalie, et c'est certainement le pays qui a le plus contribué à le formaliser. Faut pas oublier l'enjeu de l'époque. L'enjeu, c'était affirmer l'État face à l'Empire. C'est-à-dire, si la paix de Westphalie est passée dans l'histoire, c'est parce que elle marquait le moment où le système devenait international au sens strict du terme, c'est-à-dire comme étant un système liant entre des États-nations. Et donc la paix de Westphalie était d'abord et avant tout une paix anti-impériale. Il fallait imposer la grammaire étatique face à la grammaire impériale. Notre système international d'aujourd'hui porte la trace des circonstances de cette naissance, à savoir l'État dans sa rationalité qui impose sa loi face à la logique ou à la loi impériale. Un homme a joué un rôle très important, il est un peu oublié, mais il est décisif du point de vue tant de l'histoire de France que de l'histoire de l'Europe, qui est le cardinal de Mazarin. C'est Mazarin qui est à l'origine, qui est à l'inspiration de cette paix de Westphalie, avec son diplomate de confiance dont le nom est oublié, Abel Servien. Servien a joué un rôle extrêmement important comme ingénieur de cet ordre international et diplomatique. Et quelle était l'idée obsessionnelle de Mazarin? Pour résumer, on prendra une phrase de lui qui est très célèbre, qui dit « Faites bien attention à cela, ça pourrait presque être prononcé par l'actuel président de la République française, la France doit s'occuper de l'étranger, sinon c'est l'étranger qui s'occupera d'elle. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, mettez-vous dans la peau de cet homme d'État. Ça voulait dire que, en pleine construction de l'État, celui-ci n'a d'autre possibilité de s'affirmer, de construire sa souveraineté qu'en s'opposant aux autres. Et c'est là qu'apparaît le premier trait distinctif de l'ordre international. L'ordre international est en même temps addition et compétition de souveraineté. Et quand on est dans une situation de compétition de souveraineté, il n'y a qu'un seul instrument possible, c'est la puissance. C'est-à-dire que les États, pour vivre et survivre dans le nouveau système international, doivent armer leur compétition d'une puissance décisive. Ce qui veut dire, par la même occasion, que le jeu international dépend désormais de l'évolution de ce concept magique qui sera au centre de toutes les théories de relations internationales depuis, qui est l'équilibre de puissance. La survie dépend de l'équilibre de puissance. Comment pouvez-vous garantir un équilibre de puissance susceptible de vous protéger? En étant un tout petit peu plus puissant que le voisin. Si vous vous limitez à égaler le voisin, vous êtes déjà en situation de vulnérabilité. Donc le jeu qui se met en place est un jeu compétitif plus, c'est-à-dire accumuler des ressources de puissance qui vous permettent non seulement d'équilibrer votre voisin, mais de faire un peu plus et un peu mieux que lui, et qui donc mettait dans la tête de Mazarin ce qui va être dans la tête de
tous les chefs d'État européens pendant les siècles qui vont venir, à savoir que nous devons construire au quotidien une posture diplomatique qui serait l'arbitre permanent de l'équilibre de puissance. Et c'est la raison pour laquelle le jeu diplomatique français qui va naître à Westphalie, c'est effectivement être le garant de la stabilité internationale. Comment est-on garant de la stabilité internationale? En veillant à cet équilibre de puissance. Comment veiller à cet équilibre de puissance en étant un tout petit peu plus puissant que les autres, c'est-à-dire en tirant vers l'hégémonie. Et là, vous avez, au grand complet, tous les éléments qui vont faire la diplomatie de Louis XIV, encore tout jeune à l'époque de Westphalie, il avait 6 ans, mais qui va se prolonger ensuite au XVIIIe et même au XIXe siècle et au début du XXe siècle, qui va faire que les 3 mots clés de la diplomatie française ainsi naissante seront souveraineté, puissance, rang. Ce sont les 3 mots que vous retrouverez au fil des siècles. Souveraineté, puissance, rang. Mesdames et messieurs, aujourd'hui la puissance est devenue impuissante. Aujourd'hui la souveraineté est remplacée par l'interdépendance. Aujourd'hui, le rang est la meilleure façon de vous faire détester par les autres et de créer une mobilisation d'aversion. Merci de ne pas jouer avec votre téléphone. Merci. Ça me déconcentre toujours. Voilà, je vous vois, vous savez. D'ailleurs, c'est mon plaisir de vous voir, sinon ce serait trop triste de ne s'adresser qu'à soi-même. Alors, il y a une continuité remarquable dont on va montrer les modulations qui part de là, jusqu'à ce que, avec la fin du XIXe siècle, tout commence à se gâter. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la France a connu, bien entendu, au XVIIe, au XVIIIe, au début même du XIXe siècle, et en particulier avec Waterloo et la chute de l'Empire, des déconvenus. Mais ces déconvenus étaient des déconvenus à l'ancienne. Celui qui est défait dans l'ordre westphalien traditionnel ne tombe jamais à terre. C'est en quelque sorte le rythme de l'équilibre et du rééquilibrage de puissance. Mais il y a un moment où la défaite commence à prendre un autre sens, c'est-à-dire commence à remettre en cause les fondamentaux de votre ordre diplomatique. Et de ce point de vue-là, on n'a pas suffisamment travaillé sur la défaite de 1871, qui a été la première défaite structurelle dans l'histoire française des relations internationales. D'abord parce que, beaucoup plus que Waterloo et la chute de l'Empire, elle a interrogé sur la vraie capacité diplomatique, militaire et politique de la France. Ensuite, parce qu'elle a conduit à une réinvention du système politique français. Ça a été le passage, finalement, de la monarchie à la République. 1871, c'est effectivement le point de départ de la République, la Troisième République, mais en fait la première réelle République qui ait eu un destin durable. Évidemment, pour comprendre le dérapage de la politique étrangère française et de sa diplomatie, 1871 ne nous apporte pas grand-chose. Après tout, il ne faut pas oublier que tout le système bismarckien qui s'est construit à partir de 1871 se faisait dans l'angoisse de voir la France se régénérer, reprendre du poil de la bête, reprendre de la force. Donc, si on s'interrogeait sur la France faisait encore peur. En revanche, 1940 et les défaites dans les guerres de décolonisation ont porté un coup
durable et je dirais structurelle à la politique étrangère française. La défaite de 1940 est d'autant plus notoire que toute notre historiographie a été faite pour l'occulter. Dans la mémoire française contemporaine, la France fait toujours partie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est au nom de ce statut de vainqueur qu'elle a obtenu un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Et ça, on le doit au génie du général de Gaulle que d'avoir transformé notre défaite en victoire. Mais il reste que dans le concert des nations, la défaite de 1940 a marqué un terme, je dirais, définitif à l'idée selon laquelle la France occupait le premier rang du jeu international. Et ça, retenez-le bien. Vous connaissez peut-être cette phrase du général de Gaulle prononcée en direction du président des États-Unis, Dwight Eisenhower. C'était au moment où le général de Gaulle revenait au pouvoir, créait la Ve République, et de Gaulle de s'adresser à son ancien compagnon d'armes en lui disant « Vous avez la puissance, nous ne l'avons plus. Alors il nous faut trouver autre chose, c'est la grandeur. » Et l'obsession du général de Gaulle, c'était le passage de la puissance à la grandeur. Difficile à comprendre par les anglo-saxons, parce qu'en langue anglaise, il n'y a pas de mot pour grandeur. Donc on n'a pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Mais en réalité, derrière la magie des mots, il y avait une idée très forte du général de Gaulle, c'est-à-dire une très grande lucidité. La France avait perdu sa capacité de puissance, en quelque sorte, donc ne pouvait plus puiser son rang dans sa capacité d'agir et d'intimider et de dissuader. Mais en revanche, la grandeur, c'est toute la charge symbolique de l'histoire de France, c'était ça en tous les cas dans la pensée du général de Gaulle, qui faisait que on ne pouvait pas contourner la France. C'était un pari, c'est le pari gaullien sur lequel je reviendrai dans un instant, consistant à dire on peut compenser le défaut de capacité physique par une capacité morale et symbolique. Est-ce que ça va marcher? Un peu. Est-ce que ça va réellement marcher? Probablement non, mais ça, j'y reviendrai. Ça, c'est quand même quelque chose d'autant plus redoutable que la défaite de 40 a précédé d'une quinzaine d'années, d'une petite quinzaine d'années, toute une série de défaites dans les guerres coloniales. Et ça, c'est vraiment le point d'aboutissement de l'histoire. Si vous voulez comprendre les relations internationales, il faut mettre au premier plan l'étude de cette séquence très forte qu'a été la décolonisation. Pourquoi? Parce que la décolonisation a marqué deux choses, et deux choses qui ont été fatales à la diplomatie française, en tous les cas la diplomatie française traditionnelle. Premier élément, ne l'oubliez jamais, c'est un méga événement. La décolonisation a marqué pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la victoire du faible sur le fort. C'est-à-dire, le faible a montré qu'il pouvait vaincre le fort, ce que l'histoire westphalienne n'avait jamais authentifié, ce qui remettait du coup complètement en question le paradigme sacro-saint de l'équilibre de puissance. Que veut dire l'équilibre de puissance si nous sommes dans un monde où le Viet Minh peut gagner à Dien Bien Phu et où le FLN peut gagner en Algérie? Et même, pire encore, le FLN aurait été défait lors de la bataille d'Alger en 1957, mais a gagné politiquement avec l'indépendance de l'Algérie qui est intervenue une poignée d'années plus tard. Et ça, c'est quelque chose qui va complètement et définitivement saper le modèle westphalien, avec l'extraordinaire difficulté pour la France de trouver un substitut. Et puis l'autre conséquence de la décolonisation, c'est l'avènement d'un monde qui, pour la première fois, est pluriculturel. Le système international, ne l'oubliez pas, de 1648 à 1945, était
régional et monoculturel. C'est-à-dire qu'il était européen pour devenir euro-américain sur le tard. Avec la décolonisation, il est devenu mondial. Donc, le paradigme de Westphalie, la culture de Westphalie va se trouver dissoute dans tout un ensemble de visions et de subjectivités des relations internationales qui seront complètement défiées. Et du coup, la diplomatie française s'en trouve banalisée. Elle qui incarnait le génie de Westphalie va devenir un acteur parmi d'autres et d'autres qui ignorent complètement le modèle westphalien. Qu'est-ce qui rattache la Chine à Westphalie? Qu'est-ce qui rattache le Soudan ou le Mali ou le Niger à Westphalie? Et je pourrais ainsi continuer. Et puis, bien entendu, une fois passé ce temps, je dirais, de la défaite de la puissance classique, apparaît immédiatement une autre grammaire à laquelle la France va avoir énormément de mal à s'adapter, qui est celle de la bipolarité de la guerre froide. Bipolarité de la guerre froide, parce que n'oubliez pas, hein, en étudiant les relations internationales, que le modèle de polarisation, la polarité est un phénomène qui est né en 1947, qui est mort en 1989, qui n'avait pas d'existence avant 1947. Il n'y avait pas de pôle pendant la guerre, il n'y avait pas de pôle pendant le 19e siècle et les siècles précédents. Il y avait des alliances changeantes et fluctuantes. Donc, le campisme et la polarisation que nous tenons pour des phénomènes normaux sont des phénomènes accidentels. Mais un phénomène accidentel à laquelle la diplomatie française a eu énormément de mal à s'adapter, parce que comment penser le schéma d'origine, c'est-à-dire ce schéma souverainiste, compétitif et puissant, dans un monde où il y a finalement deux coprinces, deux co-hégémones que sont l'URSS et les États-Unis. Et c'est toute la subtilité de ce que l'on a appelé la diplomatie gaullienne et qui va devenir le gaullo-mitterrandisme. Je crois que cette formule est très évocatrice, on la critique souvent, mais je la crois juste, qui est une tentative de sauver ce qui fait l'identité de la diplomatie française dans un monde qui lui est fondamentalement opposé, sinon hostile. C'est-à-dire trouver une voie d'affirmation de l'indépendance nationale qui ne remette pas en cause les alliances, mais qui fasse en sorte que ces alliances ne remettent pas en cause l'idée d'indépendance nationale. Et général de Gaulle y est probablement parvenu par son génie. François Mitterrand, qui était pourtant un ennemi politique du général de Gaulle, s'y est rallié quand il est devenu président de la République, et surtout d'ailleurs sous l'influence du ministre des Affaires étrangères Roland Dumas, qui était très attaché à cette vision adaptative. Mais hors de personnalité forte, il était extrêmement difficile de faire passer un message aussi subtil et aussi contradictoire dans les faits. Être indépendant, comme disait le général de Gaulle dans l'interdépendance, c'est quand même quelque chose d'un petit peu difficile. Et finalement, ce qu'il faut dire, et ça c'est le début des malheurs, la chute du mur qui met fin à cette bipolarité n'a pas été un moyen de régénérescence de la diplomatie française. Je dirais au contraire, ça a été un moment d'égarement. C'est-à-dire que la France s'est mise à fluctuer entre une sorte d'attachement nostalgique à une bipolarité que pourtant elle n'aimait pas, et une tentative de reprendre son indépendance. Le paradoxe, c'est que la France est rentrée dans l'OTAN au moment où l'OTAN n'avait plus de sens, c'est-à-dire lorsque on avait justement dépassé cet ordre bipolaire. Et puis, est arrivée une troisième contrariété. Et cette contrariété, elle est celle qui domine aujourd'hui, qui est la mondialisation. C'est la grande faiblesse du vieux monde, et pas seulement de la France, du monde westphalien, de ce monde ancien, de ce que l'on pourrait appeler le Nord aujourd'hui, c'est d'avoir jamais compris la mondialisation. Aux États-Unis, on a cru que la mondialisation, c'était l'apogée du modèle américain.
C'est l'époque de l'école de Chicago, de Milton Friedman. C'est l'époque aussi de la fin de l'histoire, de M. Fukuyama, de la fin des idéologies. On pensait que la mondialisation, c'était le parachèvement du néolibéralisme américain. Bon. Le Trumpisme est venu pour nous rappeler que c'est exactement le contraire, que la mondialisation a beaucoup plus favorisé les puissances émergentes que les puissances, je dirais, avérées, installées ou institutionnalisées. En Europe, c'est exactement la même chose. L'Europe a toujours vécu sur le mythe de son unicité et sur le fait qu'elle était le centre du monde. Et la mondialisation, qui a été introduite par l'arrivée de puissances émergentes, les dragons asiatiques, les jaguars latino-américains, bref, cette mondialisation qui a surtout mise en scène des puissances nouvelles a été niée par l'Europe. Et l'Europe est aujourd'hui piégée par cette occultation de la mondialisation. Et d'une mondialisation qui, du point de vue français, va produire deux toxiques, en quelque sorte, si on s'accroche au modèle traditionnel. Le premier toxique, c'est qu'à la base même de la mondialisation, il y a la substitution de l'idée d'interdépendance à l'idée de souveraineté. Fondamentalement, ce qui est le propre de la mondialisation, c'est de considérer que le jeu international ne s'accomplit que dans une saine gestion de l'interdépendance, non seulement entre les économies, mais aussi entre les sociétés et les ordres politiques de la planète. La gestion de cette interdépendance, elle a trouvé dès les années 80 son concept. C'est celui de gouvernance globale, qui est devenu un concept clé des adeptes du multilatéralisme, mais qui a toujours été laissé de côté, voire moqué par les tenants de l'ordre westphalien. Et la France est actuellement au piège de cette interdépendance qu'elle ne sait pas comment gérer. Et l'autre défi, c'est la confirmation de ce que je vous disais à propos de la décolonisation, c'est-à-dire la mondialisation, c'est une gigantesque bataille de sens, c'est-à-dire le sens occidental, le sens européen, les normes, les valeurs issues de ce monde westphalien ne sont plus universelles. Elles sont constamment remises en cause, défiées par du sens venu d'ailleurs. N'oubliez jamais, c'est fondamental, que les mots les plus courants, paix, guerre, nation, territoire, État, paix, équilibre, coexistence, etc., n'ont pas le même sens à Pékin, à Ouagadougou, à Paris, à Moscou. Et la grande faiblesse de la France et du monde occidental en général, c'est de ne pas vouloir voir cette pluralité de sens, ne pas la comprendre. Ce qui amène régulièrement des chefs d'État que vous reconnaîtrez au passage, qui vous expliquent que ces gens du Sud, ils manquent de gratitude, ils ne nous remercient pas. Ils ne nous remercient pas parce qu'ils nous doivent tout et ils ne nous le disent pas. Et comme dit quelqu'un, cette ingratitude, heureusement, n'est pas transmissible à l'homme, ce qui semblerait indiquer qu'elle vient des animaux. Bon, mais ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. La grande question qui se pose, c'est que face à l'interdépendance, face à la pluralité de sens, que vaut la puissance? Et c'est là, et c'est rassurez-vous, le dernier volet de mon intervention et la réponse à la troisième question qui m'était posée, comment évaluer la réalité et les chances d'adaptation à ce nouvel ordre, de réponse à ces nouveaux défis. Alors, dans le logiciel diplomatique français, l'idée, suivant peut-être le général de Gaulle, est de dire
il faut retrouver le filon qui nous permet de réhabiliter l'idée de puissance, de rang et de grandeur. Autrement dit, l'équation aujourd'hui, c'est comment être toujours au premier rang alors que tout ce qui nous hissait au premier rang est dépassé par des principes qui, au contraire, ont tendance à nous reléguer. Vous avez 4 voies qui ont été choisies par la diplomatie française et 6 périls. Alors, quand j'aurais dit les 4 voies et les 6 périls, vous serez libérés. La première voie, c'est maintenir à tout prix, quoi qu'il en coûte, dirait-on, le modèle westphalien. Et ça, c'est une constante dans toutes les diplomaties françaises de réhabiliter tous ces vieux concepts qui n'ont plus grand sens aujourd'hui. Souveraineté. On nous parle par exemple de souveraineté alimentaire, de souveraineté en matière de défense, de souveraineté en matière sanitaire ou je ne sais quoi. Alors que ces mots n'ont pas de sens. La souveraineté alimentaire française, moi je veux bien, ou même européenne, mais où est-ce qu'on va planter le cacao en France? C'est ça la question. Et donc vous comprenez bien que c'est là une défense qui s'incarne dans des formes, qui s'appellent le unilatéralisme, la diplomatie de club, le G7, l'esprit occidental, les valeurs occidentales, etc. Tout ça est défié. Tout ça est défié et surtout renvoie à un risque qui est d'être perçu comme étant une oligarchie, comme étant une arrogance, comme étant une Bastille qui méprise, ignore ou ne veut pas entendre les autres. La deuxième voie est plus subtile. C'est le ralliement quasi consensuel, mais hélas aujourd'hui plus tellement consensuel, à l'idéal européen. Répondre par l'intégration européenne à ces nouveaux défis. Ce qui est d'une grande intelligence, parce que l'Europe nous donne le moyen de pratiquer à une échelle raisonnable les canons exigeants de la mondialisation et de l'interdépendance. Donc de ce point de vue-là, la conscience européenne et la construction européenne constituent une adaptation, un aggiornamento, mais qui, dans le cas français, est parasité par un principe qui est justement le vieux principe. Le général de Gaulle s'était rallié à l'idée de la construction européenne de manière qui n'était pas innocente du tout. C'était à l'époque l'Europe à 6, rappelez-vous, Allemagne, Italie, Benelux et France, et l'idée explicite du général de Gaulle, c'était nous avons tout intérêt à construire cette Europe des 6 parce que nous en serons les leaders. Et voilà le vieux mythe westphalien qui remonte à la surface. Et le général de Gaulle, de manière très sensée, disait au lendemain de la guerre, l'Allemagne ne peut pas être le leader de l'Europe, vu le passé récent, et de même pour l'Italie. Quant aux pays du Benelux, c'est pas leur faire injure de dire qu'ils sont trop petits. Donc le général de Gaulle considérait que c'était une chance pour nous que d'avoir cette Europe de 6, parce qu'on allait en être le leader. C'est bien, à nouveau, l'esprit de Westphalie et l'esprit de Mazarin qui renaît. Et vous le retrouvez aujourd'hui, de manière très subtile et exacte. Emmanuel Macron, dès son élection, dès les fameux discours, rappelez-vous, discours de Strasbourg, discours d'Athènes, discours de la Sorbonne, a expliqué qu'il fallait refonder l'Europe, ce qui est très juste et qu'il faut soutenir. Et aujourd'hui, maintenant, de nous expliquer qu'on a besoin d'une défense européenne, est-ce totalement innocent pour autres? Non, c'est parce qu'il perçoit que dans cette équation, c'est une chance pour la France, accessoirement pour lui-même, de pouvoir en assurer le nouveau leadership. Et vous voyez toujours cette confusion qui est en même temps positive, proactive, disons, mais soupçonneuse, et qui crée chez nos partenaires
ce discours de scepticisme, voire de crainte. Et avez-vous remarqué qu'à chaque fois que le président de la République française disait une chose au nom de l'Europe, le lendemain, tous les autres chefs d'État européens se précipitaient pour dire « Oh mais non, 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 on n'a jamais décidé ça, ni l'éventualité de troupes européennes en Ukraine, ni un plan d'armistice, etc. etc. » Bon. Donc, il y a là encore quelque chose, évidemment, d'incertain. La troisième voie choisie, c'est le multilatéralisme. La France s'est toujours présentée comme défenseur du multilatéralisme. Mais c'est une façon, ouais, et c'est là à nouveau l'ambiguïté, être défenseur du multilatéralisme pour contrôler le multilatéralisme. C'était le projet déjà dans la Société des Nations. La France occupait un siège privilégié dans les instances dirigeantes, et puis au Conseil de sécurité, où elle a un siège de membre permanent du Conseil de sécurité. Mais cet usage, cette instrumentalisation du multilatéralisme pour remettre la France en orbite, combien de fois vous dit-on « Oh là là, la France a des responsabilités particulières ». La France a plein de responsabilités particulières. Le Guatemala n'en a aucune, mais la France a plein de responsabilités particulières, et notamment parce qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité. Seulement, n'oubliez jamais que cette implication de la France dans le multilatéralisme, aussi brillante soit-elle, a deux limites. La première, c'est que ce n'est jamais le modèle français de multilatéralisme qui s'est imposé, mais toujours le modèle anglo-saxon. Je ne me console pas que Wilson l'ait emporté sur Léon Bourgeois à Versailles. Parce que Wilson a imposé un modèle hobbesien, souverainiste, oligarque du multilatéralisme dont on voit l'effet catastrophique aujourd'hui, là où Léon Bourgeois, oublié de presque tout le monde, a fait un projet beaucoup plus généreux en matière de Société des Nations, qui recoupait, peut-être peut-on en discuter tout à l'heure, les objectifs fondamentaux de cette mondialisation qui se mettait en marche. C'est-à-dire, Bourgeois disait, c'est pas l'équilibre entre grandes puissances qui compte dans le multilatéralisme, c'est d'aller à la rencontre de ce qu'il appelait à l'époque, 1910, l'opinion publique internationale, qu'on pourrait traduire aujourd'hui par mondialisation. Et ça a été rejeté parce que les anglo-saxons préféraient faire du multilatéralisme, ce qui n'était que le prolongement du concert de puissance du 19e siècle. Résultat de tout cela, eh bien, c'est que la France ne tient pas place au Conseil de sécurité. Il faudra que vous vous souveniez dans vos dissertations futures et dans votre profession d'avenir de la date du 24 février 2025. Lorsque la France et la Grande-Bretagne ont explicitement admis qu'ils n'étaient plus une puissance et qu'ils ne comptaient plus. Puisque le 24 février 2025 a été déposée devant le Conseil de sécurité une résolution américaine qui était totalement inique pour l'Ukraine, puisqu'elle niait territorial, ce qui est sensible dans le contexte d'aujourd'hui. Cette résolution a été, bien entendu, votée par la Russie, mais tous les pays européens se sont abstenus, ni la France, ni la Grande-Bretagne, donc tous les arguments, tous les amendements ont été rejetés par les États-Unis, n'ont pas eu la capacité d'opposer leur veto à cette résolution qui était une résolution scélérate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit de veto de la France et de la Grande-Bretagne au Conseil de sécurité sont un trompe-l'œil. Ça veut dire que la puissance européenne est un trompe-l'œil. Et qu'à partir du moment où une connivence se crée entre la Russie et les États-Unis, eh bien, l'Europe ferme ce que vous savez, c'est-à-dire est condamnée à l'impuissance. Alors, on peut faire tous les discours de la Terre sur l'Europe qui est aux côtés du peuple ukrainien, qui ne laissera jamais laisser tomber l'Ukraine. L'Ukraine est tombée dès le premier jour, le 24 février 2025, lorsque la France et la Grande-Bretagne ont compris qu'ils n'étaient pas capables, qu'elles n'étaient pas capables d'utiliser ce que le droit leur donnait, c'est-à-dire la possibilité de bloquer un texte qui est un texte
totalement inadmissible. Et puis, la quatrième tentative de renaissance de la France, donc après le néo-westphalisme, après l'Europe, après le multilatéralisme, c'est la tradition impériale. La France essaye de renaître en se présentant comme un empire éternel. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous conseille de regarder sur France 2 la météo à 8h moins 5, où on vous présente le temps qu'il fera dans l'Empire français, c'est-à-dire dans l'Hexagone, puis ensuite dans les Caraïbes, les Antilles, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis et Futuna, à Polynésie, à Nouvelle-Calédonie. Même les Britanniques n'osent pas faire ça. Même eux. Hein. C'est-à-dire, la BBC ne vous comptera jamais le temps qu'il fera demain à Montserrat, hein, ou dans les îles Falkland. Voilà. Il y a cette espèce d'obsession impériale qui s'est incarnée de manière plus sérieuse qu'en météo dans la France-Afrique, et dont vous avez vu l'épouvantable débandade. La France a été profondément humiliée en Afrique. Dernier épisode étant, comme vous le savez, l'épisode nigérien, qui montre que simplement ce levier n'est plus le levier d'Archimède. Il ne permet pas de reconstruire de la puissance, au contraire, il conduit à se liguer à la puissance. Et cet échec, vous en trouvez l'exacte image aux Nations Unies, quand l'après-midi était votée cette résolution dont je vous parlais au Conseil de sécurité, le matin même à l'Assemblée générale, une autre résolution tout à fait différente a été adoptée par 93 voix pour une paix durable et juste en Ukraine. Et là, aucun des anciens États, des anciennes possessions françaises en Afrique n'a voté avec la France, à la seule exception de la Côte d'Ivoire. Mais pour le reste, Cameroun, Centrafrique, Congo, Bénin, Gabon, Burkina Faso, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Guinée n'ont pas voté avec la France. Ce qui montre la fin de la tradition impériale. Alors, vous voyez, la fièvre est là. La fièvre est là, et je termine, c'est ma conclusion, par les 6 adaptations périlleuses. Première adaptation, enfin reconnaître la mondialisation. Enfin inventer une politique étrangère qui intègre l'idée de mondialisation. Mais pour faire cela, vous savez, il y a une seule diplomatie pour gérer la mondialisation. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien ministre décédé aujourd'hui des Affaires étrangères allemand, Westerwelle, qui disait, mais pour gérer la mondialisation, seule peut fonctionner une diplomatie modeste. Parce que la mondialisation implique un travail technique, un travail souterrain, un travail à parité. Dans la gestion de la mondialisation, Nauru, autant que la France, et réciproquement. Donc, c'est là la première adaptation périlleuse. Saurons-nous aller vers une diplomatie modeste, alors que la diplomatie française a été tenue par un président africain comme étant la diplomatie du mégaphone? Abandonnons la diplomatie du mégaphone pour la diplomatie modeste. Le deuxième grand défi, c'est l'appropriation sociale des relations internationales due à la mondialisation. C'est-à-dire que les sociétés, les humains sont de plus en plus présents sur la scène internationale. Et que faire une politique étrangère, une diplomatie, c'est pas seulement parler aux autres gouvernements, c'est parler aux sociétés. Est-ce que nous savons le faire? Et là, le soft power, la diplomatie culturelle, c'est bien. C'est bien de se battre pour la langue française. Mais c'est pas comme ça que vous allez véritablement gagner la confiance des sociétés et des humains. Ça implique davantage d'investissement dans le multilatéralisme social et dans ce que le PNUD, dans sa grande sagesse, a appelé la sécurité humaine. Et là, nous ne sommes pas très avancés, surtout au moment où nous réduisons sans cesse l'aide au développement. Le troisième défi, qui est terrible celui-là, c'est les formes nouvelles de guerre et de conflictualité. La guerre aujourd'hui ne ressemble absolument pas à la guerre d'hier. Vous savez, le Peace Research Institute of Oslo, qui est l'un des organismes les plus sérieux en matière d'études de la guerre et de la paix, avait noté qu'il y a 500 guerres depuis 1945 et que 4/5 d'entre elles sont des conflits intra-Étatiques.
Et nous gérons les conflits intra-étatiques comme si c'était des conflits interétatiques. D'où, effectivement, l'échec que nous avons gravement subi au Sahel, d'où l'échec des quelques 50 interventions militaires françaises en Afrique. Nous ne savons pas, mais nous ne sommes pas les seuls, hein, comment gérer ces conflits qui viennent de la décomposition des sociétés. Autrefois, la guerre, c'était une compétition de puissance. Aujourd'hui, la guerre est une compétition de faiblesse, c'est-à-dire un effet de décomposition sociale. Nous ne savons pas gérer cela. Rares sont ceux qui le savent. Regardez la déculottée des Soviétiques en Afghanistan, de M. Poutine en Ukraine, des États-Unis en Afghanistan, en Irak, au Vietnam, ou en Somalie et en bien d'autres. Quatrième défi, c'est celui de la sécurité globale. Vous savez, la menace, M. Poutine est une menace, personne ne peut le contester. Mais qu'est-ce que c'est que la menace poutinienne par rapport à la menace climatique, en risque de mort? Qu'est-ce que c'est que la menace poutinienne à côté de la menace alimentaire? Vous savez qu'il y a chaque année 10 millions d'êtres humains qui meurent de faim. C'est-à-dire la faim dans le monde fait l'équivalent des dégâts de 8 attaques par jour sur le World Trade Center pendant toute une année. Qui s'en préoccupe? Quelle est la diplomatie française en matière de sécurité alimentaire? Et puis la sécurité alimentaire, c'est pas seulement de la charité. La sécurité alimentaire, si elle est bien contrôlée, elle épargne des conflits. Les nouveaux conflits de décomposition sociale dont je vous parlais il y a un instant trouvent principalement leur origine dans cette absence de sécurité humaine, alimentaire, sanitaire, climatique. Est-ce que l'on peut gérer ces défis globaux à partir d'une grammaire nationale, nationaliste, souverainiste? Cinquième grand défi, c'est l'existence d'un Sud global. Alors, si vous voulez vous faire bien voir d'un jury, vous dites que ça n'existe pas le Sud global. Et les gens sont contents parce qu'ils sont soulagés qu'on leur dise ça. Hein. Non, ça n'existe pas, il n'y a rien de commun entre la Gambie et la Chine. Ben, si ça existe, et s'il y a beaucoup de commun entre la Gambie et la Chine. Une mémoire commune d'humiliation, une mémoire récente de marginalisation dans la gestion de la scène internationale, et un attachement militant à cette double bataille, bataille du sens et bataille des normes, revendiquée par les pays du Sud qui ont toujours été mis à l'écart de la définition des grandes normes internationales. Eh bien, ce qu'il faut faire de manière urgente si on veut survivre dans ce monde et avoir une diplomatie active dans ce monde, c'est savoir se définir par rapport à cette bataille des normes dont on ne parle jamais, et pour laquelle des pays comme la Chine, mais le Brésil, mais l'Inde, mais l'Afrique du Sud sont particulièrement mobilisés. Et enfin, et c'est terminé, il faut comprendre qu'il y a une mutation profonde dans la diplomatie. La diplomatie, c'était jusqu'à présent la diplomatie de l'alliance, c'est-à-dire de l'engagement pérenne et organisé en faveur de l'autre. Nous sommes passés depuis quelques années à une diplomatie fluide que je me permets d'appeler de manière peut-être un peu désinvolte le polyamour diplomatique, l'union libre diplomatique. Nous sommes dans un monde où le bon diplomate change sans cesse de partenaire. La diplomatie qui est récompensée aujourd'hui, c'est la diplomatie du partenariat multiple. Ce que le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, appelle le multi-alignement. Mais que vous trouvez incarné chez un Mohammed Ben Salman qui, comme par hasard, accueille le processus de négociation sur l'Ukraine. Mohammed Ben Salman, c'est
Un jour avec Poutine, un autre avec Trump, un troisième avec Xi Jinping, un quatrième avec Netanyahou, un cinquième avec Khamenei, un sixième avec Erdogan. Et Erdogan, il est très bon aussi pour changer de partenaire. Cette fluidité diplomatique, c'est un monde nouveau auquel nous n'arrivons pas à nous adapter. Parce que nous sommes de vieux schmittiens, c'est-à-dire des gens pour qui les relations internationales, c'est s'adresser soit à un ami, soit à un ennemi. Pour qui l'ennemi de mon ennemi est un ami, l'ami de mon ennemi est un ennemi, etc. C'est plus du tout comme ça. Maintenant, c'est cette espèce de pragmatisme d'aubaine, d'effet d'aubaine, du partenariat qui ponctuellement réussit avec un tel pour ensuite conduire à un autre qui est en train de dominer. Monsieur Trump, qui est une catastrophe pour l'humanité, même lui a compris ça, c'est-à-dire joue de cette méta-alliance pour entrer dans ce jeu de la fluidité qui est déterminante finalement des succès diplomatiques que vous remportez. Nous, on ne sait pas du tout faire ça. Nous, on vous explique, avant même d'examiner une situation, qu'un tel est notre ami ou qu'un tel est notre ennemi. De toute façon, un Iranien, c'est épouvantable, et de toute façon, quoi que fasse M. Netanyahou, ça n'implique jamais de sanctions. Ben voilà. Ça, c'est comme ça que l'on perd. Espérons que je me trompe. Merci. Merci, Monsieur Badi. Dites-moi d'abord si vous m'entendez quand je parle dans ce microphone. Oui, je vous entends. Excellent. Je m'adresse donc au public. Nous avons 10 minutes pour poser des questions à notre intervenant. Ça concerne aussi le public sur YouTube. N'hésitez pas à lever la main. Des micros passent dans les 2 artères de la salle et Monsieur Badi vous répondra. On a même plus de 10 minutes. Hein. Nous avons 10 minutes tout pile. On a jusqu'à 11h. 10h30, monsieur. Nous avons jusqu'à 10h30, monsieur Badi. Ah, j'ai pas entendu, là. nous avons jusqu'à 10h30. Ah bon? Parce que vous aviez indiqué 11h sur le Non, programme. il y a un temps de rotation entre 10h30 et 11h. Un temps de rotation, un temps de pause. Ah bon? Vous êtes déjà fatigué? Ben, dites donc. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce que vous m'entendez, monsieur Badi? Alors, je crois vous entendre, mais si vous parlez fort, je vous entends encore mieux. Je vais mettre au plus fort mon Très bien. Mais allez-y. Sinon, coupez-moi. Moi, j'ai une question. Vous êtes revenu sur les différentes étapes de l'évolution de la diplomatie française, et notamment la séquence de la décolonisation. Vous avez dit que ça marquait pour la première fois, la victoire du faible vers le fort. Pour la première fois dans le monde. Attendez, là, excusez-moi, je vous entends pas bien. Hein. Peut-être tu peux répéter, je sais pas. Concernant la séquence de décolonisation. Oui. Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est vraiment une victoire du faible vers le fort, étant donné que c'est quand même des présidents. Étant donné que. Ouais, mais ce sont des présidents. Pour Noël, je vais vous payer des micros. Hein. Ce sont des présidents qui sont majoritairement pro-gouvernement français dans tous les anciens pays de l'AOF, de l'AEF. Je pense notamment à Bokassa, par exemple, qui pleurait à chaudes larmes à l'enterrement du général de Gaulle. L'influence qu'on avait au Tchad, au Niger, voilà, dans ces pays-là, et notamment la guerre de décolonisation comme au Cameroun. Est-ce que vraiment c'était une victoire en Afrique pour les Africains, ou est-ce que c'est une défaite qui peut être cachée? Alors, j'espère avoir bien entendu votre question, mais ça me venait très, très, très imparfaitement aux oreilles. Et puis, il y a une dame qui a raconté je ne sais pas quoi par-dessus votre discours. Donc, je vais essayer de comprendre. Oui, s'il vous plaît, ce serait bien. Sur la question de la période de la décolonisation, vous avez parlé d'une victoire du faible au fort. En était-ce vraiment une au regard
de la réaction des chefs d'État africains vis-à-vis de la France. Ah, d'accord. Alors, je répondrai, monsieur, doublement oui. Parce que la victoire, ça a été la fin de l'ordre colonial. C'était ça qui était recherché. Vous savez, même Clausewitz vous dit la victoire, c'est lorsque l'un des combattants est arrivé à l'objectif voulu. L'objectif voulu dans la guerre d'Algérie, c'était la fin de l'ordre colonial. Partout, dans tous les processus de décolonisation, le résultat a été l'indépendance, matérialisée notamment par l'admission aux Nations Unies. Mais votre remarque est juste de dire, mais regardez l'ordre postcolonial qui s'est mis en place. C'est vrai. Et d'ailleurs, pour aller dans votre sens, ça pourrait même être considéré comme une revanche du colonisateur, puisque je voudrais vous citer deux textes. L'un qui est de Pierre Messmer, qui était à l'époque, en 1958, gouverneur du Cameroun et qui disait « la colonie, ça pourra pas durer, donc il faut trouver un autre système pour maintenir la présence de la France », ça va dans votre sens, n'est-ce pas ? Et Michel Debré, qui écrivait en 1961 au premier président gabonais Léon Mba en disant c'est pas parce que vous êtes indépendant que vous devez croire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Ben oui, et ben justement, monsieur, cet ordre de la France-Afrique, cet ordre postcolonial que la France a eu la maladresse de souhaiter, au lieu de lui préférer le partenariat, il est en train de s'écrouler. Et donc c'est la deuxième défaite de la France. Après la défaite de l'indépendance, c'est la défaite de la France-Afrique, si vous voulez. Regardez quelle humiliation la France a subie à partir du 26 juillet 2023 au Niger, avec un ambassadeur français qui ne pouvait même pas sortir de sa résidence. Regardez l'humiliation quotidienne subie au Burkina Faso, au Mali. Regardez comment le Tchad, dont Monsieur Déby a été le serviteur le plus fidèle de la France, quand il a été installé suite à la mort de son père, Emmanuel Macron est venu l'adouber, est venu aux obsèques du dictateur Idriss Déby et a adoubé son fils comme président. Et ça a valu d'ailleurs pas mal de critiques. Et là, d'un jour à l'autre, il dit écoutez, maintenant votre base militaire, fermez-la, c'est terminé, et dans des conditions d'une extraordinaire violence. Donc, à jouer à ce jeu, la France s'est brûlé les doigts 2 fois. Et donc, vous avez raison, c'est pas une défaite, c'est 2 défaites. Merci, Monsieur Badi. C'est encore moi. Voilà. Nous avons le temps pour 2 questions courtes, s'il vous plaît. Une question arrive, monsieur. Bonjour. Oui. Est-ce que vous m'entendez du coup ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, pour l'instant, oui. Ok, super. Déjà, merci pour cette présentation. J'aimerais poser une question, l'étendre davantage. Donc, pas seulement parler de la diplomatie française, mais de la diplomatie aussi américaine. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais dans cette logique de la défaite du fort face au faible, est-ce que justement le fort peut encore gagner face au faible, là où, par exemple, les États-Unis, ces dernières décennies, ont largement échoué, notamment au Vietnam, en Irak, en Ukraine, on peut le dire également. Donc, est-ce que le fort, aujourd'hui, a encore une chance de s'imposer face au faible ? Merci. Alors, merci. C'est une très belle et en même temps très vaste question. Vous savez que si on exclut les guerres menées sous mandat des Nations Unies, comme l'opération Tempête du désert en 1991, les États-Unis ont été battus dans toutes les guerres qu'ils ont menées depuis 1945. Battus au Vietnam, battus en Afghanistan, battus en Irak, battus en Somalie. C'est quand même
assez remarquable. Hein. Et si Trump a inventé le slogan « Make America Great Again », ça veut dire que America n'était plus great. Et ça, il faut bien se mettre cette chose en tête. Alors, maintenant, au-delà du slogan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la puissance demeure intacte, voire renforcée dans sa capacité destructrice. Parce que le progrès de l'armement fait notamment qu'on peut de plus en plus détruire et de manière apocalyptique, et on voit bien comment M. Netanyahou ne se prive pas de le faire à Gaza, ces dizaines de milliers de morts, dont la plupart sont des enfants, tout ça dans l'indifférence générale, pas la moindre sanction, etc. Donc c'est bien là que la puissance garde sa capacité destructrice. En revanche, mon point est de dire que la puissance n'a pas la capacité de produire un ordre nouveau qui lui serait favorable, comme ce fut le cas pendant des siècles et des siècles après Westphalie. C'est-à-dire que dans la logique westphalienne, le vainqueur redessinait l'ordre international en fonction de ses intérêts, de ses attentes, de ses projets. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit comment le puissant peut détruire, mais n'arrive pas à construire. Et quand il peut détruire, il ne détruit jamais jusqu'à la racine de ce qu'il combat. Ça fait 76 ans que Israël utilise une politique de force contre les Palestiniens. Les Palestiniens, ils sont toujours là. Le général Massu, en 1957, a dit à l'issue de la bataille d'Alger, on a éradiqué le FLN. Ouais, le FLN, il est arrivé au pouvoir 4 ans après. Et maintenant, M. Netanyahou dit on a éradiqué le Hamas et le Hezbollah. On les voit se recomposer, se reconstituer dans la rue, à l'œil nu, et peut-être fort parce que, hélas, le sang versé engendre la rage, et la rage conduit à se rallier aux options les plus radicales et les plus violentes. Donc, je pense que le symptôme de la puissance impuissante, il ne cesse de s'affirmer et de s'afficher. C'est terrible parce que on sait que la puissance ne mène à rien, mais on a peur de l'abandonner pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Monsieur Badi, merci beaucoup. C'était malheureusement la dernière question. Nous n'avons pas le temps de poursuivre cet échange, mais nous vous remercions très sincèrement. Nous vous remercions sincèrement pour le temps que vous nous avez accordé et la richesse de vos interventions. Grâce à vous, nous avons mieux appréhendé l'histoire diplomatique de la France avec les nombreuses dynamiques qui l'ont façonnée. Vous avez parlé du système westphalien, de la bipolarité, de la mondialisation. Et nous pouvons désormais comprendre les succès, les limites et les ambitions que nous pouvons espérer pour notre diplomatie, qui sont des clés précieuses pour chacun de nous. Tout au long de cette journée, nous poursuivrons cette réflexion essentielle en explorant de nombreuses pistes qui pourraient permettre à notre nation de renouer avec une grandeur passée et d'affirmer un rôle renouvelé dans le monde. Monsieur Badi, peut-être un tout dernier mot en 1 minute pour notre public. Oui, c'est pas un tout dernier mot, c'est 2 derniers petits mots. Le premier est pour vous remercier parce que j'ai bien apprécié, malgré toutes les difficultés techniques, votre écoute et votre patience. Et la deuxième, ayons l'audace d'inverser les choses. C'est très bien de parler de puissance. C'est très bien parce que, hélas, la puissance, ça existe. C'est très bien de parler de guerre, de conflit, parce que ça nous angoisse tous. Mais si on essayait la paix, moi je suis frappé qu'on récuse ce mot en relations internationales. Il n'y a jamais de chapitre sur la paix, il n'y a jamais de livre sur la paix. Enfin, il y en a un, depuis que j'ai publié le mien, L'art de la paix.
Mais ayons le courage d'aller vers une définition des relations internationales comme ordre de paix et non ordre de guerre. Les tenants de la théorie réaliste, les tenants du mainstream considèrent que la relation internationale, c'est la guerre. Et Moiron disait, il n'y a pas de paix, il n'y a que des entre-deux-guerres. Moi, je pense qu'on peut réfléchir à un monde où il y a la paix et où, quelquefois, il y a les entre-deux-paix. Et c'est ce vers quoi, c'est les nouvelles relations internationales vers lesquelles je vous engage à aller. On peut donner une substance à la paix et faire autre chose que la définir comme étant l'absence étrange de guerre. Un grand merci, Monsieur Badi. Nous vous souhaitons ensemble une excellente journée et nous vous remercions très sincèrement pour votre intervention et merci évidemment au public pour votre écoute et vos questions. C'est donc la fin de cette première conférence. Merci à tous. Merci. Vas-y, je te laisse faire. La prochaine conférence commence à 11h, donc on va vous laisser prendre 30 minutes de pause et on revient à 11h pile pour commencer la prochaine.